Alors, ce que vous voyez là, c'est une voiture de police dégagée par les agriculteurs espagnols. Et oui, c'est autre chose que la coordination rurale qui fait son cinéma devant les CRS. Bon, on aimerait vous dire que c'est une référence aux gilets jaunes de 2018, etc. Non, il y a juste une réglementation en espagnol. T'es obligé d'être en jaune si t'es sur la route, du coup c'est pour ça qu'ils ont mis des gilets jaunes. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que ce mouvement d'agriculteurs espagnols doit être pour nous une source d'inspiration. Pourquoi? Eh ben c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, si on regarde de loin, notamment avec le compte de Anonyme Citoyen qui fait un gros travail là-dessus, et ben ce qu'on voit en Espagne, et ben c'est des barrages routiers à la frontière avec la France, des occupations de places publiques, des manifestations, des convergences vers des villes avec des milliers de tracteurs, des blocages de plateformes logistiques de grande surface. On voit des camions venus de l'étranger être vidés par les agriculteurs, et ils ont même balancé du vin français sur les routes, du vin français. Et on voit aussi un soutien populaire face à ces actions et une répression policière plus qu'en France en tout cas. Et quand on s'intéresse à minima à ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on lit la presse espagnole, quand on regarde les lives qu'ils font sur TikTok, Instagram et tout, quand on regarde les interviews qui sont faits eux-mêmes à l'arrache là, et ben on se rend compte que le mouvement espagnol, il a quand même beaucoup de différences avec ce qui s'est passé en France. Parce que oui, en France, on a bloqué des routes, on a fait une convergence vers la capitale, il y a eu des milliers de tracteurs, des centres logistiques de grande surface qui ont été bloqués, t'as des camions de bouffe qui ont été vidés, ok, bon, bah, sauf le vin qui a été balancé sur la route, mais globalement, toutes ces actions, elles ont été organisées aussi en France, sauf qu'elles ont été organisées par les syndicats, par la FNSEA, par la coordination rurale et par la Confédération paysanne. Et s'ils étaient au centre de l'organisation, c'est que ces syndicats ont su proposer des actions à un moment de crise du monde agricole qui secoue toute l'Europe. Ils ont dit on en a marre, on bloque tout, et puis bah du coup t'as plein de gens qui les ont suivis parce que tout le monde avait envie de bloquer en fait. Et vu qu'ils étaient à l'origine de ces actions, et ben c'est la FNSEA en tête qui était interviewée à la télé. C'est les cadres de la FNSEA qui géraient les blocages. C'est Arnaud Rousseau qui allait à Matignon pour négocier, etc. Bref, c'est eux, ces représentants syndicaux, qui géraient la mobilisation de milliers d'agriculteurs. Sauf qu'en Espagne, c'est pas ça qui est arrivé. Fin janvier, quelques agriculteurs voient que ça bouge partout en Europe et surtout que ça prend en France. Sauf que les syndicats agricoles espagnols, eux, ils ne se bougent pas. Avec un discours très critique de ces organisations, et ben quelques agriculteurs lancent des conversations Telegram et WhatsApp avec des groupes pour chaque province. Et vu que tout le monde voulait que ça parte, et ben dès qu'il y a eu ces groupes et ces appels, et ben ça a circulé de téléphone à téléphone, mais aussi de voisin à voisin. Et petit à petit, et ben chaque région espagnole a organisé ses actions et fait son planning. Et ce tout jeune mouvement des agriculteurs, il a fait un manifeste le 6 février, et donc le mouvement s'appelle le mouvement du 6 février, le 6F. L'une des leaders s'appelle Lola Guzman, c'est une agricultrice de 52 ans. Sur TikTok et Insta, elle multiplie les prises de parole. Elle appelle tout le monde à rejoindre les manifestations, attaque les organisations syndicales, mais aussi les groupes agricoles et les industriels. Et du coup, vu que c'est eux qui organisent eux-mêmes leur action, et ben ils le font comme ils le sentent, de façon simple. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de réunion secrète de gens en qui tu peux pas faire confiance, il n'y a pas des petits intérêts privés, politiques, industriels qui viennent se faufiler là-dedans. Non, c'est juste nos actions, nos manifs, nos blocages, on sait pourquoi on est là et on sait jusqu'où on veut aller. C'est simple. Et vu que ce sont les agriculteurs qui décident, eh ben ils peuvent dire aussi ce qu'ils veulent, ils peuvent faire des appels qu'ils veulent, notamment dire « le peuple, rejoignez-nous ». Ce qui n'a jamais été fait en France, avec un vrai discours et avec de vrais arguments. En fait, il y a une volonté chez eux que tout le monde s'agite, tu vois, que tout le monde fasse des trucs, qu'il y ait une espèce de contamination qui prend toute la société et qui copie leur façon de faire, c'est-à-dire qu'ils s'organisent eux-mêmes et qu'ils fassent des actions, tu vois. Ils veulent que tout le monde embraye avec eux. Là, on parle des travailleurs d'autres secteurs, comme les pêcheurs ou les transporteurs qui ont rejoint les agriculteurs sur certaines actions. Mais pas que, et c'est là où l'organisation est très intéressante, c'est que les appels qui sont faits par ces agriculteurs, c'est fait en espagnol, évidemment, mais c'est fait aussi en catalan, et c'est fait aussi en arabe, pour que tu aies un maximum d'ouvriers agricoles, qui sont majoritairement maghrébins en Espagne, qui puissent entendre leurs discours et qui puissent les rejoindre. Tu sais, ces ouvriers qui sont largement exploités dans les grandes fermes bio espagnoles, tu sais, en Andalousie, tout ça. Il y a Élise Lucet qui avait fait un reportage là-dessus qui était pas mal. Et après, je veux dire, les agriculteurs, ils ont raison. Une conversation WhatsApp suffit pour se parler, pour élaborer des revendications et pour organiser des actions. En fait, on s'approprie ce qu'il y a devant nous pour nous organiser. Alors les agris en France, ils ont pris les syndicats parce que c'est ce qu'il y avait à portée de main, et les Espagnols, eux, il y avait une situation qui était différente, il n'y avait pas de syndicats pour proposer des trucs et passer à la télé, du coup c'est eux-mêmes qui ont décidé d'organiser leur action. En fait, on s'approprie ce qu'il y a devant nous.
Et donc les agriculteurs français ils se sont appropriés ce qu'il y avait devant eux, c'est-à-dire les syndicats quoi. En Espagne, la situation était différente. Il n'y avait pas les syndicats pour passer à la télévision et organiser des actions. Donc des agriculteurs ont pris l'initiative de balancer leur avis sur les réseaux, de lancer des pétitions, de créer des groupes de conversation pour que tout le monde puisse se rassembler, s'accrocher les uns les autres. Et donc dans cette situation, évidemment, t'as pas un Arnaud Rousseau, je sais pas trop quoi, qui va dire non mais dégagez pas la voiture des flics qui empêche le cortège d'avancer. Bah si, la voiture elle empêche d'avancer, donc on va dégager cette voiture, personne nous empêche de faire ça, donc on le fait. Et après ces manifestations, tu as les syndicats agricoles espagnols qui ont évidemment appelé à faire des actions, vu qu'il y avait déjà des actions qui étaient présentes. Ils ont même été invités par le gouvernement, mais aussi avec des représentants du mouvement du 6 février. Chez nous en France, c'était plein de drapeaux de la FNSEA, chez eux, c'est plein de gilets jaunes. Mais encore une fois, c'est pas nos gilets jaunes à nous, c'est pas une référence à ce qui s'est passé en 2018. Juste des agriculteurs qui s'organisent comme les gilets jaunes, avec des gilets jaunes, et on a eu un témoignage d'un agriculteur qui est dans le mouvement en Espagne, qui disait que absolument pas, c'était pas une référence aux gilets jaunes, c'est juste qu'on a choisi cette couleur-là parce que ça représentait des actions non syndicales et non partisanes, voilà. Rien à voir avec nos gilets jaunes donc. Dernière chose là-dessus, en Espagne, la vie, elle est pas pareille qu'en France. On travaille toute la journée, nous, et puis on rentre crevé du taf, tu vois. Eux, évidemment, il y a un peu de ça, sauf qu'il y a un côté festif qui arrive le soir, où c'est vivant, et où les gens, ils se parlent, tu vois, beaucoup plus facilement qu'en France. Alors, dans les villages, quand il y a les manifestations qui ont commencé à arriver dans les conversations, que l'info a commencé à circuler, les gens, ils se sont parlé entre eux directement. Des gens de confiance dans les villages qui se sont parlé entre eux, et c'est notamment comme ça que le mouvement s'est propagé. Il y a des agriculteurs syndiqués dans des grands syndicats traditionnels, tu vois, qui ont dit à la presse espagnole avoir rejoint les manifestations du mouvement du 6 février parce que tu as des voisins qui les avaient invités, tout simplement. Le réseau de contestation était basé sur un réseau social humain fort qui s'est étendu ensuite sur un réseau social numérique. Alors le mouvement du 6 février, comme son nom l'indique, il est très jeune et il va évoluer très rapidement. Cependant, ils ont quand même pondu un manifeste qui est disponible en ligne. On y trouve la critique évidemment de l'Union européenne, des normes, de la concurrence, comme on pouvait s'y attendre dans un mouvement des agriculteurs. Car comme on va le voir dans une future vidéo, la tendance au monopole, aux exportations et donc au marché mondial, ça concerne toute l'Union européenne et ça frappe chaque petite et moyenne entreprise agricole européenne. Mais on y trouve aussi des choses qui sont bien plus étonnantes, comme par exemple l'arrêt des financements des partis politiques et des syndicats par l'État, ou encore arrêter de voter pour des partis politiques, mais directement pour des gens. Et quand Déby m'a fait cette fiche-là et que j'ai lu ça, c'est les mêmes conversations qu'on avait au début des Gilets jaunes, avant que tout s'oriente vers le RIC, tu vois, et c'était ça nos conversations au début. En fait, on aspire tous à décider nous-mêmes de notre vie, à plus dépendre des pires pour nous gouverner et faire nos choix pour notre société, tu vois. Et cette volonté-là, elle est constante et elle explose régulièrement en plein de manifestations différentes partout en Europe. Le truc étant, va savoir si les revendications de ce manifeste sont vraiment partagées par toutes les personnes qui manifestent dans les actions de la plateforme du 6 février là. Peut-être que tu en as une grosse partie qui sont même pas au courant ou qui sont pas d'accord avec ça. Ça, faut le prendre en compte. Mais le fait qu'une telle organisation propose de telles revendications, c'est quand même assez unique. On parle de Lula Guzmán, elle était membre avant d'un parti qui s'appelle Vox, qui est le principal parti d'extrême droite espagnole. Et quand on réfléchit bien, ce genre de revendication, ça peut très bien être porté par des partis d'extrême droite, en vrai. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que du coup, elle a pris avec d'autres un peu cette culture qui a été portée par Vox sur la démocratie, mais elle a pris juste les trucs sur la démocratie. Après, c'est solidarité avec les Marocains et compagnie, c'est on casse le libre-échange et compagnie. Ils prennent juste les trucs qui les intéressent. Et elle a aussi envoyé bouler les cadres de Vox qui l'appelaient tout le temps pour essayer de la récupérer en disant, je cite, « Si vous voulez me donner le choix entre vous et mon peuple de la campagne, j'irai avec le peuple de la campagne. » Comme ça, c'est clair. Tu as aussi Podemos, tu sais, c'était la gauche radicale qui est née du mouvement des indignés, patati patata. Sauf que ils font plus aucun résultat depuis pas mal d'années, c'est juste une petite bureaucratie installée au Parlement qui fait pas grand chose. Bref, c'est pas dans ces milieux-là où des gens vont se former à la politique. Donc c'est pas étonnant de voir des gens émerger de Vox qui restent un parti qui est populaire. Il est d'extrême droite, mais il est aussi populaire. Du coup, les gens se raccrochent à ça. Et ils utilisent cette culture-là pour faire des trucs qui ont de la gueule. Et surtout, on voit que les mouvements populaires, où c'est les gens qui s'organisent eux-mêmes, mais en fait ça vient remplacer le rôle qu'avaient pris ces partis-là, et donc dégage aussi tous les cadres de ces partis, toutes les trahisons de ces partis-là, c'est nous-mêmes qui faisons les choses. Et dès qu'on a l'opportunité de le faire, on le fait.
Et en plus de ça, la question n'est pas si importante que ça en vrai, parce que les gens changent très vite, genre très très vite quand il y a des mouvements. Et puis tu vois, c'est comme avec Rodriguez, c'était une figure publique des Gilets jaunes, il disait ce qu'il avait en tête, mais il dirigeait pas les gens, il n'avait pas le pouvoir, ni des milliers de personnes avec lui pour pouvoir appliquer ce qu'il ordonne partout sur tous les ronds-points de France, tu vois, comme le font les délégués soumis à la FNSEA et à Arnaud Rousseau. Quoi qu'elle dise, la Guzman, les conversations d'agriculteurs, elles restent, et les actions, eh ben c'est eux qui les organisent. Ce week-end, il y a eu pas mal d'actions qui ont été menées. Le mouvement du 6 février a bloqué samedi les routes menant à Madrid avec une petite répression policière pour les empêcher d'entrer en tracteur dans la capitale. Le mouvement a aussi voté l'organisation d'une grève dans tout le secteur primaire, mais va savoir s'ils vont être capables de l'organiser, avec en plus des manifestations contre les exigences gouvernementales et contre la bureaucratie. Il y a eu même des actions au salon de l'hydrogène vert dans le sud du pays. Les organisations syndicales ont réenchaîné sur une manifestation le dimanche dans les rues de Madrid pour tenter de reprendre la main sur tout ce mouvement-là, sachant que y a pas mal de monde qui ont participé aux actions du samedi et du dimanche. La crise de l'agriculture, en Espagne comme en France, elle va pas se résoudre avec la fin des normes écolo. La concurrence internationale, ça cassera quoi qu'il arrive les petites et moyennes exploitations, et tant que la priorité sera donnée aux exportations espagnoles, principalement de légumes, c'est-à-dire la priorité donnée aux grandes entreprises, et un grand marché mondial va se faire pour organiser ces exportations, et du coup ça va profiter aux transnationales européennes et pas à toute la petite agriculture. Ce qui fait que résoudre la crise de l'agriculture en Europe, ça demande déjà de contredire tout ce qu'est l'Union européenne, en termes de libre-échange et compagnie, de réorganiser totalement la production agricole, de casser les monopoles. Bref, c'est un programme qui est exigeant et très précis, que le gouvernement espagnol ou français ne fera pas de lui-même, tu vois. Je veux dire, tu peux imposer genre un truc sur la fin, sur une taxe, tu vois, parce que le gouvernement, il peut se détourner de ça, récupérer les pognons ailleurs, ça le dérange pas trop, tu vois. Mais tu peux pas lui imposer un plan très précis de réorganisation économique. Donc on peut se poser la question, à quoi bon organiser des actions ? Déjà, l'ampleur de la tâche à accomplir pousse à se dire que le problème est plus large que de simples normes, tu vois. Et c'est ce que dit notamment le mouvement du 6 février quand il critique les élus, les syndicats. Ils disent en gros, c'est au peuple de décider car nous avons plein de choses à changer. Parce que c'est un mouvement large qui ne réfléchit pas de façon bornée comme les syndicats. Ils peuvent désigner un vrai problème et dire on n'y arrivera pas sans tout changer, alors on met en œuvre les choses pour que tout change. Et ce modèle-là de la conversation qui se transforme en mouvement par internet et compagnie, c'est une façon justement de tout changer. Ce modèle-là, déjà présent dans les Gilets jaunes français et maintenant chez les agriculteurs espagnols, peut aussi devenir une nouvelle culture contestataire, notre nouvelle culture contestataire. Que ça devienne la norme dans une société où chacun a pu faire l'expérience des trahisons partisanes et syndicales. Si les traîtres ne sont pas capables de faire le taf qui est nécessaire, alors nous, on le fera et on le portera de nos mains, avec nos téléphones, nos voisins, et puis c'est parti. La question étant comment ? Comment est-ce qu'on fait durer le mouvement ? Comment est-ce qu'on fait pour élargir le mouvement ? Comment est-ce qu'on fait pour maintenir les actions ? Comment est-ce qu'on fait pour organiser des discussions politiques pour qu'on puisse élaborer un programme complet ensemble qui pourrait tous nous satisfaire ? Comment on fait pour avoir des idées en commun et se convaincre, tu vois ? Pour avoir des organisations, pour avoir des médias, pour avoir des armes capables de vaincre les bourges au pouvoir ? Tu vois à peu près l'idée ? Comment on transforme des mouvements de révolte en vraie révolution. Vous imaginez quand même le pied d'avoir des mouvements populaires, démocratiques très forts entre plusieurs pays, ne serait-ce qu'en France et en Espagne, tu vois. S'il y avait deux mouvements des Gilets jaunes dans les deux pays, qu'on pourrait communiquer ensemble, qu'on pourrait organiser des actions ensemble, ça aurait quand même une sacrée gueule, quoi. Parce qu'organiser des mouvements politiques, et en plus de ça, organiser des relations avec d'autres mouvements politiques, c'est déjà commencer à gouverner, d'accord ? De gouverner notre mouvement pour plus tard gouverner notre État. Ça a quand même plus de classe que d'envoyer Rousseau à Matignon pour qu'il négocie plus de subventions pour son syndicat quand même. Bref, ça c'était les agriculteurs espagnols. J'espère que cette histoire vous a plu et elle va continuer à évoluer très vite dans les jours à venir. Donc pense bien à t'abonner sur la chaîne, à lâcher un petit commentaire pour essayer de valoriser l'algorithme. On te rappelle aussi qu'on a une chaîne qui s'appelle Actu Réfractaire, qui est une quotidienne, qui vous permet donc d'être informé sur tout ce qui se passe partout dans le monde. Et puis évidemment, si vous êtes au courant un petit peu de ce qui se passe en Espagne, si vous avez accès à des groupes de conversation WhatsApp, Telegram, si vous avez des images à nous envoyer, on a une adresse mail qui s'appelle sabouge@lecanardrefractaire.org, parce que nous, évidemment, tu penses bien que ça nous intéresse d'avoir des contacts de personnes à l'étranger pour qu'on puisse commencer à tisser
créer un grand réseau de résistance. Cette vidéo-là, elle est totalement gratuite pour vous parce que tu as des personnes qui nous financent tous les mois sur Tipeee. Donc si ça vous plaît ces vidéos-là, si vous voulez qu'on puisse développer notre média, qui a une voix singulière, et si vous voulez qu'on reste indépendant, vous trouverez en description ce fameux lien Tipeee pour nous faire des dons mensuels. C'est grâce à ça qu'on arrive à faire vivre une dizaine de personnes et vous proposer toutes ces vidéos durant les semaines. Les recherches ont été faites par Déby cette fois et c'est Kuro qui est au montage. Sur ce, des bisous et à la prochaine.